Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast en français de Tax Justice Network sur la justice fiscale pour l'Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une, Donald Trump est redevenu président des États-Unis et déjà, sans surprise, il est intervenu à sa façon sur la question du système fiscal international en 2 points simples. Il rejette l'impôt minimum mondial de 15% que l'OCDE essaye d'imposer dans les difficultés et il avertit à tous ceux qui taxeront les multinationales américaines de représailles. Alex Cophram, directeur exécutif de Tax Justice Network, a réagi à cette décision. Aussi à la une, un système financier plus transparent et la lutte contre les paradis fiscaux, c'est le plaidoyer de tout temps de Tax Justice Network, mais aussi de nombreuses autres organisations dans le monde. C'est le cas de l'association CHAPA, qui a documenté dans plusieurs rapports la manière dont ces pratiques sont nocives et mauvaises pour les économies dans le monde, notamment les plus faibles, comme ceux d'Afrique. Jean-Philippe Fogel est l'un des experts de cette organisation. Il a accepté, en tant qu'invité, de partager avec nous ses réflexions sur les déséquilibres du système fiscal international à l'heure actuelle. Voici pour la une, à tout de suite pour les détails. Donald Trump, qui en janvier 2025 a repris ses fonctions de président des États-Unis d'Amérique, a décidé que son pays n'appliquera jamais l'impôt minimum de 15% pour les multinationales, adopté pourtant très difficilement par plus de 140 pays dans le cadre d'un processus que l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, a difficilement imposé. Et comme si cela ne suffisait pas, le président américain menace tout pays qui taxerait des multinationales américaines. Alex Cophram est directeur exécutif de Tax Justice Network. Au micro de notre collègue Naomi Fowler, il partage son sentiment. Écoutez ce qu'il a dit à ce propos. In some ways, it's just a continuation. The Biden administration. Dans un certain sens, ce n'est qu'une continuité. L'administration Biden était de toute façon absolument incapable de mettre en œuvre l'un ou l'autre des 2 piliers de la proposition de l'OCDE. Donc, d'une certaine manière, que Trump annonce le retrait des États-Unis du processus ne change pas grand-chose. Cela apporte simplement un peu de clarté. La différence réside toutefois dans la menace qui l'accompagne. Ils ont déclaré qu'ils allaient se donner 60 jours pour examiner les règles fiscales de tous les autres pays, puis proposer des mesures de rétorsion s'ils estiment que ces pays agissent de manière extraterritoriale ou avec un impact disproportionné sur les multinationales américaines. C'est extrêmement vaste, mais nous savons, d'après la position des républicains à la Chambre des représentants, qu'ils ciblent en particulier des mesures comme les taxes sur les services numériques. Autrement dit, les pays qui taxent l'activité réalisée sur leur propre territoire, ou encore la règle sur les paiements insuffisamment imposés du pilier 2 de l'OCDE concernant l'impôt minimum mondial. Cette règle vise à s'assurer que si un autre pays n'impose pas une multinationale à un niveau minimum, on puisse appliquer un complément d'impôt. En somme, il cible ou menace de cibler tous ceux qui essaient de faire en sorte que les multinationales américaines paient un taux minimum d'imposition dans les endroits où elles réalisent réellement leurs bénéfices. C'est donc une chose très légitime que les pays concernés veulent faire. Trump, lui, balaie tout cela et déclare en substance « Non, c'est exactement le genre de comportement que nous allons désormais combattre et punir.
Ce n'est donc plus seulement l'Amérique d'abord, mais tout pour l'Amérique, n'est-ce pas? En clair, cela revient à dire que les États-Unis seraient le seul pays à pouvoir imposer efficacement les multinationales qui y ont leur siège, indépendamment des lieux où elles réalisent leurs profits. C'est la menace la plus explicite et directe contre la souveraineté fiscale de tous les autres pays, y compris les alliés des États-Unis. Ces pays ont alors un choix à faire. Soit ils baissent la tête et se soumettent, acceptant qu'ils ne parviendront pas à progresser dans la réduction de la délocalisation artificielle, des bénéfices et de l'évasion fiscale des multinationales pendant au moins 4 ans, et renoncent de ce fait aux recettes que cela pourrait générer. Soit ils trouvent un moyen de résister à cette pression. Je rappelle que pour le doublage des voix d'Alex, nous avons eu recours à la traduction de ses propos et l'utilisation des voix artificielles pour transcrire son message en français. Cela dit, cette décision de Donald Trump est prise alors que s'ouvriront à New York ce mois de février les premiers pas effectifs des négociations sur un cadre de coopération fiscale internationale sous l'égide des Nations Unies. Les États-Unis, on se rappelle, sous la présidence de Joe Biden, s'y étaient déjà opposés à l'occasion des discussions préliminaires. Mais comme l'a rappelé Alex, les États-Unis menacent aujourd'hui tout pays qui verra la fiscalité autrement que sous le prisme de la volonté états-unienne de sanctions sur leurs économies. La question est de savoir si finalement ce n'est pas une opportunité de voir l'Europe s'aligner aux côtés des pays en développement, notamment africains, qui ont poussé pour un changement des règles fiscales mondiales et une discussion au sein des Nations Unies. Écoutons une fois de plus Alex. We know that Spain and increasingly Germany. Nous savons que l'Espagne et de plus en plus l'Allemagne, ainsi qu'un ensemble d'autres pays, regardent très favorablement les négociations de convention. Nous avons vu Pedro Sánchez d'Espagne se lever à Davos et adopter une position assez ferme contre certains des excès de l'administration Trump. Nous savons que l'Espagne accueillera plus tard cette année le processus de financement du développement et ils tiennent vraiment à voir des résultats progressistes. Donc je pense que ce que nous pourrions voir, c'est l'Union européenne adopter une position plus progressiste parce qu'elle est divisée. Et cela permettra aux États membres qui souhaitent vraiment s'engager positivement de le faire. Et je pense que cela mettra fin au risque que l'Union européenne dise « nous sommes hors jeu et vous savez, nous allons simplement nous tenir aux côtés des États-Unis et ne rien faire ou renoncer à notre souveraineté fiscale pour les 4 prochaines années ». C'est probablement la voie optimiste de ce qui pourrait arriver plutôt que de penser que l'UE est immédiatement prête à prendre une position positive en tant que bloc. Je pense que cela viendra, mais nous n'y sommes pas encore. Nous allons revenir certainement sur cette actualité et surtout sur les négociations en cours à New York pour une convention fiscale internationale plus inclusive et qui, je le rappelle, ont été poussées par le groupe africain et la grande majorité des pays du Sud, bien sûr, appuyé par l'ensemble des organisations du réseau mondial pour la justice fiscale. On sait qu'il y a déjà un pays qui sabotera les travaux. Pour rappel, après de longues années dans un processus qui n'aura pas toujours pris en compte les intérêts des pays africains, l'OCDE, sous mandat du G20, le groupe des 20 pays les plus riches de la planète, dont fait partie les États-Unis, a adopté une démarche à 2 piliers pour apporter de l'équilibre dans le système fiscal mondial. Le premier pilier vise à redonner des droits d'imposition aux pays où se déroulent les activités économiques de manière effective. Au départ, il ne s'agissait que de taxer des entreprises digitales, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple. Mais là, progressivement, on a élargi à beaucoup d'autres secteurs, sauf, étonnamment, le secteur financier régulé et celui des industries extractives, qui sont pourtant les points importants de perte de ressources fiscales en Afrique subsaharienne. Déjà, le montant A était compliqué à calculer et personne n'en voulait vraiment. Le pilier 2, lui, venait combler le fait que les règles
de lutte contre l'érosion des bases de prélèvement de l'impôt auprès des multinationales, ce qu'on appelle encore les BEPS, avait oublié d'établir un impôt minimum. Il a été ainsi décidé qu'il faudrait au minimum un taux effectif d'imposition, c'est-à-dire l'impôt, après qu'on ait enlevé les subventions fiscales, comme les exonérations. Le taux a été discuté pourtant par la Banque africaine de développement, qui pense que pour le secteur extractif, si l'Afrique doit gagner, il faudrait qu'on ait un impôt qui atteigne les 20%. Le pilier 2 a aussi prévu ce qu'on appelle la règle d'assujetti à l'impôt, qui est en réalité un mécanisme qui permet que si une entreprise n'a pas payé l'impôt qu'il faut et qu'il a payé moins d'impôts ailleurs que les 15% minimum, qu'on puisse revendiquer ce droit d'imposition à compléter. Nous reviendrons sur toutes ces notions au cours de cette année, ça c'est sûr, et nous avons encore 12 podcasts à produire pour débattre de tout cela. Pour le moment, place à l'invité. L'invité du jour. Il s'appelle Jean-Philippe Fogel. Il est le principal expert chez Sherpa, une organisation qui se bat pour la justice sociale, qui est basée en France bien sûr, sur les questions de transparence financière et de paradis fiscaux. Évidemment, je parle de Jean-Philippe, c'est notre expert chez Sherpa pour ces questions. Et son organisation, comme je le disais, a documenté dans plusieurs pays et régions du monde les effets directs de l'opacité financière et des juridictions à faible niveau d'imposition. Il a accepté d'échanger avec nous sur cette thématique. Écoutez l'entretien que nous avons eu ensemble. Alors, Jean-Philippe, tu travailles chez Sherpa. Déjà, je sais ce que c'est que Sherpa, mais est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs c'est quoi cette organisation et surtout pourquoi vous avez choisi d'axer une partie de vos activités sur la transparence financière, mais aussi sur la lutte contre les paradis fiscaux? Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Sherpa, c'est une association qui a été créée en 2001 par plusieurs personnes, dont l'avocat William Bourdon, avec un mandat assez clair qui est de lutter contre les effets pervers de la mondialisation et de défendre les victimes de la globalisation. Et donc l'axe de lutte contre les paradis fiscaux et en particulier un axe contre l'opacité financière. Il s'explique assez facilement, c'est que les flux financiers illicites coûtent énormément. Enfin, la corruption fait beaucoup de victimes dans le sud global. Les flux financiers illicites aussi privent les États de ressources très importantes qu'elles pourraient utiliser qu'elles pourraient investir dans les services publics, les hôpitaux, l'éducation, etc. Et que les flux financiers illicites privent les États de ces ressources-là. Et les acteurs économiques y arrivent grâce à l'opacité financière des paradis fiscaux, c'est-à-dire que c'est par des montages juridiques qui passent par des paradis fiscaux. On va pas forcément tous les nommer, mais il y a ce qu'on appelle les paradis fiscaux et judiciaires, c'est des juridictions non coopératives. Ça peut être notamment le Panama, mais il y a aussi beaucoup d'États en Europe comme le Luxembourg, le Pays-Bas, qui sont très peu coopératifs. Et sans cette opacité financière, toute l'industrie de l'offshore qui permet de masquer en quelque sorte ces fonds qui sont, entre guillemets, volés aux pays du Sud, mais aussi aux pays du Nord. Sans cette opacité financière, cette espèce de hold-up organisé serait pas possible. Donc pour nous, il y a quelque chose de tout à fait naturel et logique à lutter contre l'opacité financière parce que c'est elle qui permet aussi à ces pratiques de perdurer, à ces pratiques de prédation de perdurer. Alors Jean-Philippe, quand tu parles d'opacité financière, lorsque tu parles de paradis fiscaux, c'est quelque chose que nous connaissons nous chez Tax Justice Network. Nous avons d'ailleurs tout un indice là-dessus, et en fait 2 indices, l'indice d'opacité financière, l'indice des paradis fiscaux. Alors, ça fait beaucoup trop longtemps, Jean-Philippe, que nous bataillons, nous, Tax Justice Network, vous aussi, Sherpa, et tout le réseau qui milite pour la justice fiscale dans le monde. À ton avis, quelles sont les raisons sous-jacentes pour lesquelles, je sais que vous avez fait des travaux dessus, quelles sont les raisons sous-jacentes pour lesquelles ce phénomène perdure et même tend à s'aggraver avec le temps?
À mon avis, les raisons sont assez simples. C'est que les entreprises multinationales et plus largement, enfin, la Big Corporation a une capacité croissante à nous, ce qu'on appelle avoir à opérer ce que nous on appelle la capture de la norme. Donc forcément, derrière chaque négociation internationale, notamment les négociations sur le BEPS ou les négociations sur l'ONU, on sent que les acteurs financiers derrière sont mobilisés justement pour éviter, ou en tout cas pour faire en sorte que les mesures prises en matière de transparence financière soient les moins importantes possibles. Ça, on l'a vu clairement dans les négociations sur l'OCDE, on le voit encore plus clairement sur les négociations au niveau de l'ONU. On voit que des États clés comme la France considèrent que le BEPS numéro 2 est suffisant, qu'il est illusoire de vouloir avoir une convention internationale fiscale. Et derrière, on sent évidemment qu'il y a une volonté de ne pas aller trop directement contre les intérêts financiers des multinationales et de leurs affiliés. Alors, tu as abordé la question des négociations à l'ONU. Effectivement, cette année, on va voir se mettre en place ce cycle de négociations qui me semble être Ouais, triennal. Je sais que Sherpa s'apprête à soutenir de nombreuses organisations qui, avec ouais. ce qu'on appelle un plaidoyer documenté. Mais au-delà de ce que vous apportez comme contribution intellectuelle, à ton avis, quelles doivent être, pas les priorités, mais quels doivent être les axes de plaidoyer pour les organisations des sociétés civiles, notamment dans les pays du Sud? Parce que parfois, on a l'impression que c'est un peu plus complexe pour elles. Quels devraient être leurs axes de plaidoyer? Moi, je pense déjà que j'ai l'impression que l'intérêt du processus ONU, c'est aussi de permettre, par rapport au BEPS, c'est aussi de permettre de prendre en compte les pratiques d'optimisation fiscale, entre guillemets, ou d'évasion fiscale, qui vont transiter par des pays aussi du Sud et qui vont les priver de ressources. Ce qui, à mon avis, est dans le cadre des BEPS aussi un des éléments qui n'est pas abordé. Finalement, les conventions OCDE, c'est des conventions qui permettent surtout aux pays du Nord de récupérer des avoirs et de récupérer des flux, mais que ça ne bénéficie pas forcément aux pays du Sud. Plus globalement, nous, on n'est pas à 100% impliqué dans ce plaidoyer-là pour des raisons parce qu'on a plutôt tendance à saisir les juridictions et qu'on est moins habitué au plaidoyer ONU. En tout cas, les documents qu'on a signés, qui étaient notamment proposés par Tax Justice Network, dans les revendications très importantes, il y avait évidemment la question du reporting pays par pays, la question Les bénéficiaires l'échange effectifs. d'informations, En parce effet. que pour l'instant l'échange d'informations il se fait très mal, il se fait très bien au sein de l'OCDE, mais il se fait très mal en dehors du cadre OCDE. Il y a évidemment aussi dans un des documents qu'on avait présenté, que des centaines d'organisations avaient présenté, la question de la généralisation des registres de bénéficiaires effectifs. En Ça, effet. c'est vraiment une bataille clé, que ce soit en Europe ou ailleurs, de savoir qui détient quoi, parce que sans ça, et notamment si on n'a pas une transparence sur les bénéficiaires effectifs et sur les trusts, c'est quasiment impossible de remonter à la source. C'est quasiment impossible c'est quasiment impossible de démonter ces montages fiscaux qui pourtant coûtent des milliards aux États. Donc nous, ça fait partie en tout cas de notre point de vue des axes prioritaires. On sait qu'il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas pour nous, c'est quelque chose qui nous semble D'accord. d'assez grande importance. D'accord. Alors, tu as parlé des bénéficiaires effectifs et il me souvient plusieurs choses, hein. Une chose, c'est que vous avez énormément écrit sur comment des multinationales utilisent des montages complexes pour continuer de faire des financements polluants, notamment en Amazonie. Vous avez aussi fait quelques rapports sur les pays africains. Justement, Tax Justice Network a produit un rapport dessus. Comment est-ce qu'on utilise les paradis fiscaux pour financer le chaos, et l'opacité et les paradis fiscaux pour financer le chaos. Alors, peut-être une question, mais vraiment basée sur toutes ces études que vous avez faites, des gens que vous avez rencontrés. De votre point de vue, quelles sont les régulations qui pour le moment sont inexplorées ou faiblement mises en œuvre, qui permettraient d'arrêter de financer le chaos
par l'opacité et les paradis fiscaux? Alors, en tout cas, sur la question de l'environnement, effectivement, le rapport de Tax Justice est très bien. On a aussi un rapport de l'université de Bath au Royaume-Uni qui montre vraiment bien, et de l'université de Stockholm, qui montre qu'il y a vraiment un lien direct entre la destruction de l'environnement et les paradis fiscaux. C'est les paradis fiscaux et judiciaires qui permettent aussi la dégradation de l'environnement et évidemment de l'environnement et des communautés tout autour, hein. On voit l'industrie du tabac, par exemple. C'est une industrie qui à la fois a un impact très fort en termes de pollution, en termes d'empoisonnement des sols, en termes de déforestation, et qui est aussi une entreprise qui est très friande de paradis fiscaux. Donc, il y a clairement un lien entre les deux. Nous, alors, comment faire pour lutter contre ça? Nous, on n'a pas malheureusement, on n'a pas de solution clé en main pour l'instant. Évidemment, il faudrait déjà qu'il y ait plus de transparence financière pour pouvoir déjà démonter ces, euh, ces montages-là. On a en tout cas essayé une nouvelle approche s'agissant de la déforestation en Amazonie brésilienne, qui est d'essayer d'utiliser les délits financiers pour contrer la déforestation. En fait, l'avantage du délit de blanchiment, c'est que l'établissement de la preuve de l'origine illicite des fonds est plus facile et plus aisé que dans d'autres cas. Donc nous, en tout cas, on a déposé une plainte en matière de blanchiment d'argent de la déforestation contre plusieurs entreprises françaises qui continuaient à financer des entreprises brésiliennes impliquées dans la déforestation. Donc pour l'instant, une enquête a été lancée. On attend de voir ce que ça donne. Mais l'intérêt aussi du délit de blanchiment, c'est que je dirais pas qu'il y a une inversion de la charge de la preuve, parce qu'en droit pénal, c'est tout, il n'y a pas d'inversion de la charge de la preuve. Mais en tout cas, dans ce cas, dans le cadre de cette enquête-là, ce sera aussi aux entreprises de démontrer qu'elles ne savaient pas, entre guillemets, ce qui est douteux, que les entreprises qu'elles finançaient des activités déforestatrices. Et ça impliquera forcément qu'elles apportent des preuves. Et apporter des preuves, c'est aussi lever un tout petit peu le voile sur l'opacité. Donc nous, là, actuellement, ça fait partie de nos réflexions d'utiliser les délits financiers pour essayer d'avoir un peu plus de transparence sur ces montages-là et d'essayer de contrer aussi l'impact qu'ont les paradis fiscaux et judiciaires sur la dégradation de l'environnement, la dégradation des conditions de vie des communautés dans les pays affectés. Ça s'est fait au Brésil, mais ça pourrait se faire en Indonésie, ça pourrait se faire au Congo. En tout cas, le cas du Congo sera très intéressant, hein, parce que Jean-Philippe, tu sais, il y a toute une industrie du charbon de cuisson Ouais, ouais. qui a été évaluée, hein, à 4 milliards de dollars chaque année. Et tu imagines, on a parfois l'impression, parce qu'ils sont tout sales, que c'est un business pas propre, mais effectivement, qui sont ceux qui tirent les ficelles, qui sont ceux qui financent. C'est effectivement très important. Alors du coup, une partie de cette opacité, tu l'as un peu évoqué, c'est peut-être notre dernière question, c'est quand même qu'on puisse avoir une transparence sur les propriétaires effectifs, hein, parce que in fine, quelle que soit l'activité qui est menée, elle se transforme en cash, ou alors elle se transforme en actif qui a une valeur. Ça peut être un tableau, ça peut être des actions en bourse, ça peut être des crypto-monnaies désormais. Voilà, on peut appeler ça des crypto-monnaies. Nous avons beaucoup écrit sur la question des bénéficiaires effectifs, mais j'ai bien envie d'avoir la perspective de Sherpa. De ton point de vue, comment la mise en place des registres publics, des registres accessibles au public des bénéficiaires effectifs, d'entreprises, de trusts et de tous les autres actifs, comment est-ce que cela peut aider à réduire l'opacité financière dans le monde et permettre aux pays de capturer leurs ressources pour financer leur développement? Alors déjà aussi, je l'ai pas forcément mentionné, mais quand on parle d'optimisation fiscale, faut aussi penser à tous les intermédiaires bancaires notamment, mais aussi les traders, les cabinets d'audit, etc. qui eux,
on montait toute une industrie toute une industrie qui permet l'évasion fiscale. Donc nous, Des concierges de la criminalité financière, on dirait. Les on- concierges. on- c'est Une une très bonne. conciergerie de la criminalité financière. J'avais jamais pensé à cette expression, mais c'est une très bonne Et expression. c'est Je une pense que expression française, Jean-Philippe, la conciergerie d'accord. de la criminalité financière. Et ben en tout cas, ça paraît une expression qui est très juste pour désigner ces acteurs-là. Donc nous, déjà, on plaide aussi pour une extension de leurs responsabilités, mais évidemment, ben, il faut savoir qui détient quoi hein, pour ça. En Europe, malheureusement, on a eu un très mauvais jugement il y a 2 ans sur la transparence financière, où plusieurs cabinets d'avocats, ben, justement, qui défendent les trusts, qui défendent des personnes qui sont parfois, faut ne pas dire souvent, impliquées dans des montages financiers sophistiqués, sont allés devant la Cour de justice de l'Union européenne et ont réussi à faire annuler un élément de la directive de la directive anti-money laundering qui prévoyait l'accès du grand public aux Au bénéficiaires registre des effectifs. bénéficiaires effectifs, en Ouais. effet. Ouais. Le, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a fait ça en considérant de manière contestable que ça portait atteinte à la vie privée des personnes concernées, ce qui est tout à fait contestable parce qu'en fait, il s'agit d'informations financières qui finalement ne disent qu'assez peu de la vie privée en tant que telle de ces En personnes. effet. Elles en disent beaucoup sur leur vie économique, mais pas sur leur vie privée. Donc nous, on est c'est vraiment un combat qui nous mobilise. Au niveau national, on cherche à faire en sorte qu'on ait un accès le plus large de la société civile aux bénéficiaires effectifs. Mais c'est un combat qu'on a mené en Europe et aussi un peu partout, en rappelant que la liberté d'expression et la liberté d'information du public sur ces montages financiers doit primer sur la vie privée des En effet. personnes bénéficiaires. Parce que dans le système actuel, si on prend le système français, c'est un système qui est pas si mauvais parce que la majorité des ONG, des journalistes vont avoir accès à ces informations-là. Mais on a constaté que les juridictions les plus problématiques, comme Chypre, Malte, notamment les Pays-Bas, ben, ont tout simplement fermé leurs registres, ils les ont toujours pas réouverts. Donc ils ont profité de cette décision-là pour remettre complètement le Et voile je te coupe pas, d'opacité. et je te coupe pas, ces pays sont utilisés par des multinationales comme des Bah propres ouais. pays à partir desquels on fait des investissements dans beaucoup de pays en développement, notamment ceux d'Afrique. Et oui, et c'est tout le problème, c'est qu'actuellement il y a une opacité. Avant, on avait un tout petit peu de transparence, enfin, ils le faisaient à contre-cœur, mais ils étaient obligés de mettre en place des registres. Maintenant, on n'a plus aucune information. Donc pour nous, il y a 2 combats. Il y a déjà de réouvrir au moins des registres accessibles à une partie de la société civile dans ces juridictions-là. Et plus largement, il faudrait revenir à un principe de publicité sur les registres de bénéficiaires effectifs, parce que c'est aussi le rôle du public au sens large, des citoyens aussi, de pouvoir faire ce type de recherche. Parce qu'aujourd'hui, on a un développement de l'intelligence artificielle, on a un développement de tout un tas de choses. On peut imaginer que d'ici quelques années, de simples citoyens pourraient aussi traquer ce type de flux et aussi participer à des campagnes globales pour essayer de faire en sorte de les récupérer. En tout cas, malheureusement, avec ce jugement-là, en Europe, on est allé plutôt dans l'autre sens et ça, on le regrette vraiment beaucoup. Et on est mobilisé sur la question. En tout cas, on va porter des contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme pour essayer de créer des contre-feux, de faire que d'ici quelques années, au moins, ben, on ait de nouveau une plus grande transparence sur les bénéficiaires effectifs. Écoute, vraiment, la toute dernière question, je vais te dire au revoir avec celle-là. Alors, je vois très bien que vous bagarrez avec des murs, hein. On est carrément dans des procès kafkaïens. Je ne sais pas si tu te rappelles Ouais. du procès de Franz Kafka. On bagarre contre des ennemis qui sont comme Oui. des hydres, hein. Tu coupes une tête, une autre apparaît. Mais finalement, ça fait beaucoup trop longtemps. Tax Justice Network, c'est plus de 2 décennies. Sherpa, je connais Sherpa depuis aujourd'hui plus d'une décennie. Eurodad, le Global Alliance for Tax Justice Network Africa. On est tous mobilisés là-dedans. In fine, est-ce que tu peux nous rappeler, Jean-Philippe, pourquoi ce combat est important? Et pourquoi justement, ça ne devrait pas être le combat des ONG, mais le combat de l'ensemble des populations qui sont victimes
de ces flux financiers illicites? Parce que il y a une expression en français qui existe aussi dans d'autres langues, ce qui est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on voit qu'au niveau global, on est dans une crise financière de plus en plus forte. On est dans des politiques d'austérité. Il y a une réduction des budgets des États en faveur des plus faibles, en faveur des hôpitaux, en faveur de l'aide aux personnes au chômage. Enfin, plus largement, au niveau de l'ONU, au niveau global, on a quand même le PIDESC qui prévoit la réalisation des droits économiques et sociaux, notamment le droit au travail, le droit à un revenu décent, etc. Et tous ces droits-là, ils reposent sur l'intervention de l'État et donc ils reposent aussi sur de l'investissement. Et si les ressources des États sont grevées par l'évasion fiscale, évidemment, c'est le niveau de vie de tout le monde qui s'en trouve, qui s'en retrouve Déséquilibré. déséquilibré. Et donc les inégalités augmentent, que la pauvreté augmente. Donc c'est évidemment pour moi. Et en Afrique, c'est la difficulté de faire accéder plus de filles à l'école, c'est la difficulté Exactement. de mettre des politiques basées sur l'égalité du genre. J'ai lu plusieurs nouveaux rapports là-dessus. Oui. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, l'ONU a mis en place plein d'objectifs de développement durable sur la question de l'éducation, de l'égalité de genre, de la protection de l'environnement. Si tout l'argent va dans les paradis fiscaux, ou si un argent croissant va dans les paradis fiscaux, évidemment, ces objectifs de développement durable, on les atteindra jamais. Donc évidemment, c'est le nerf de la guerre et c'est aussi pour ça que tout le monde devrait se saisir de la lutte pour la justice fiscale. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir, dans ton agenda chargé, accepté d'échanger avec nos auditeurs sur cette question importante des flux financiers illicites en Afrique. On espère très souvent vous avoir parce que Sherpa reste une organisation très inspirante avec de nombreux rapports concrets qui ont d'ailleurs apporté des changements dans beaucoup de pays. Au Cameroun, en Amazonie, on a très bien vu ce qui a été fait. Nous espérons que vous aurez toujours la force ou le temps de venir partager ces expériences de terrain avec nous. Et nous, on espère développer le plus possible de synergies avec Tax Justice Network, qui est quand même un réseau impressionnant avec quand même beaucoup d'organisations et qui produit des rapports quand même de très très grande qualité sur la justice fiscale. Nous, on s'en sert beaucoup en tout cas dans nos plaidoyers. Merci encore à Jean-Philippe Fogel. Pour rappel, comment fonctionne un paradis fiscal? Au meilleur des cas, une multinationale, disons, du secteur extractif, y crée une filiale qui fait des services de forage ou de vente de produits miniers. Ainsi, sa filiale dans un pays africain attribue à la filiale dans le paradis fiscal un contrat de forage. En Afrique, c'est perçu comme une charge d'exploration qui est remboursée par une partie du minerai produit et déduit aussi de la base imposable. Dans le paradis fiscal, aucun impôt est payé. Et Trump dit, si c'est une entreprise américaine, vous n'avez pas le droit de revendiquer l'impôt, sinon je vous sanctionne. Cela promet des négociations intéressantes à l'ONU au cours des 3 prochaines années, car l'American Great Again est opposé au droit des peuples à se libérer du sous-développement, de permettre à plus d'enfants, garçons comme filles, d'aller dans une école et d'apprendre une compétence, de permettre aux femmes d'accéder à des soins de santé gratuitement. Ce sont là des questions qui reviendront tout au long de cette année et nous serons là pour en partager les détails avec vous. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur notre page de podcast en allant sur le site podcast avec s.taxjustice.net. Notre page YouTube www.impotetjusticesociale.com. Nous sommes présents sur les applications de podcast comme Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher et une dizaine d'autres librement accessibles. Interagissez avec nous sur nos réseaux sociaux Twitter ou alors X à la page #ImpôtSocial en un seul mot ou sur notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Écrivez-nous aussi à l'adresse
impôt s-8 social@outlook.fr. Au revoir et à la prochaine.